Et là aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Henri. Henri que j'ai rencontré justement cet été sur les chemins de l'Exatrek. Alors lui il a été jusqu'au bout. Moi c'est toujours les paysages qui me font un peu, qui me marquent quoi. C'est ceux où t'as l'impression d'être sur une autre planète quoi. Il y avait encore de la neige donc cette année, fin juillet, début août, comme souvent Ouais. d'ailleurs dans les Alpes du Nord. Et voilà, j'aurais pu y passer. Franchement, si tu veux, il y avait des zones qui étaient vraiment super glissantes. C'est des moments de partage avec d'autres marcheurs. Il y a une vraie fraternité entre exatrekkers, je trouve. Avoir 3 ou 4 mois dans une vie pour faire l'exatrek, c'est pas quelque chose que tu peux faire tous les ans, quoi. C'est exceptionnel. C'est une chance. Eh ben salut à tous. Alors vous savez, j'ai marché cet été sur la première section de l'Exatrek, qui comprend donc les Vosges et les Jura sur 670 km. Et là aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Henri. Henri que j'ai rencontré justement cet été sur les chemins de l'Exatrek. Alors lui, il a été jusqu'au bout. 113 jours pour accomplir les 3000 km et les 138 000 mètres de dénivelé positif et autant négatif. Donc des Vosges jusqu'au Pays Basque et tout ça par les plus beaux massifs. Alors vous aussi, si vous envisagez de marcher sur l'Exatrek ou si vous voulez juste découvrir ce qu'il a vécu, eh ben restez avec nous parce que je pense que cette interview va être très sympa. Alors salut Henri, comment ça va? Et est-ce que c'est pas trop difficile le retour à la vie normale? Écoute Seb, ça va très bien, merci en tout cas de me recevoir. C'est un peu particulier quand tu reviens après avoir marché pendant 3 mois et demi, mais finalement on revient assez vite à la vie normale. C'est même un peu effrayant de voir qu'on a vécu une telle aventure et que finalement le cerveau humain s'adapte très rapidement, puis on reprend le train-train quoi. C'est vrai qu'on a gardé contact, on s'est pas vu très longtemps, on s'est vu 2-3 jours je crois, c'était plutôt au début, au 4e, 5e jour, quelque chose comme ça. Mais on a gardé contact et ça m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, franchement, à chaque évolution, à chaque étape. Mais je voulais pas trop que tu me dévoiles, ou en tout cas que j'en sache un peu trop avant qu'on se voit aujourd'hui. Et donc je t'ai demandé de m'envoyer quelques photos, une petite dizaine de photos, des photos qui ont été marquantes pour toi, juste avec un titre. Alors des fois ça a été un petit peu obscur pour moi, mais grâce à ça, on va pouvoir découvrir et vivre le chemin avec toi. Donc si tu veux bien, on va commencer par la première photo. Allons-y. Le château de Wangenburg. Alors celui-là je le connais parce qu'on était justement, c'est là où on s'est rencontrés la veille à Saverne, c'est à peu près au 100e kilomètre. Et je crois que ça c'était le lendemain. Ouais, alors c'est vraiment un petit village alsacien typique, et comme tout village alsacien qui se respecte, il y a un magnifique château médiéval à proximité. Alors celui-là, si tu veux, tu sors un peu du village, il y a un petit sentier qui t'emmène face à une forteresse qui est monument historique, qui est très bien conservée. Vraiment, t'as le château avec la muraille, la basse-cour et le donjon. Et donc en fait, moi je suis particulièrement amateur de vivre des bivouacs un petit peu hors du commun. Je cherche toujours à m'éloigner un peu des sentiers battus et de trouver le spot vraiment parfait, le spot sympa, le spot mémorable. Et ce château, il m'a tapé dans l'œil, je l'ai vu de loin et je me suis dit, toi, t'es pour moi. Et en fait, donc je me suis introduit dans le château par la porte d'entrée. Il y avait une grille. Puis je me suis dit quand même, c'est un beau château, bien conservé. Il va y avoir certainement quelqu'un qui va venir pour le fermer à une certaine heure, quoi. Je vais me retrouver évacué manu militari. Et non, pas du tout. Donc j'ai pu prendre ma petite soupe classique, ma soupe tomate vermicelle au sommet du donjon, avec un coucher de soleil fantastique. Et j'étais vraiment content de pouvoir, après une bonne semaine, peut-être même 10 jours de marche de début d'Exatrek, pouvoir commencer à vivre des bivouacs exceptionnels dès le début. Et j'encourage tous ceux qui veulent faire l'Exatrek à essayer de regarder un peu sur la carte les spots et pas hésiter à faire un peu de bivouac sauvage. Je sais que je sais pas si c'est très légal de recommander ça, mais voilà, il n'y a jamais de difficulté. Il faut toujours évidemment scanner un petit peu la zone qu'on vise et essayer d'être discret et respectueux. Et on passe des moments exceptionnels, quoi. C'est clair. Alors c'est vrai que sur l'appli, il y a les zones, une appli Exatrek qui existe et il y a les zones de bivouac autorisées. Mais c'est vrai que quand vous êtes dans des terrains privés, il faut faire un petit peu attention. Et s'il y a, par exemple, vous êtes dans un champ et il y a un paysan, il ne faut vraiment pas hésiter à lui demander. Très souvent, et ça se passera vraiment très très bien. Et comme tu dis, être le plus discret possible, arriver tard, repartir tôt, ça pose souvent aucune difficulté. Ça me permet de rebondir un petit peu. Donc, tu as fait beaucoup de bivouac, tu as dormi exclusivement en tente ou des fois tu as pu dormir en dur sur tout le chemin? Écoute, l'avantage de l'Exatrek, surtout dans les massifs montagneux, c'est que, comme tu le sais, il y a beaucoup de cabanes de bergers, de refuges gratuits, entre guillemets, des refuges non gardés. Et c'est toujours préférable à la tente, même si la tente, effectivement, fait partie du charme de la marche et restera normalement pour la plupart des Exatrekkers
le must et les bivouacs les plus fréquents. Dès qu'il y a une cabane, essayez d'ajuster un petit peu votre journée de marche. Vous allez gagner du temps sur le montage, démontage de la tente, sur un sommeil peut-être plus qualitatif, moins de bruit, une sensation d'être peut-être un peu plus à l'abri. Et voilà, faut essayer au maximum de mettre des cabanes sur son chemin. Les refuges payants, c'est pas pour tout le monde. C'est pas forcément quelque chose que je recommanderais. Évidemment, une petite douche chaude de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Mais vraiment, les cabanes de berger, et elles sont signalées sur l'application, elles sont commentées, elles sont prises en photo par les marcheurs. N'hésitez pas vraiment à regarder un petit peu ce que les cabanes vous réservent. C'est vrai, tu as raison. Hein, encore une fois, dans les Vosges, je me suis retrouvé une fois grâce à l'appli sur, alors je sais plus où c'était, avant, ça doit être vers le 10-12e jour. C'était avant le Bonhomme, ça s'appelle, le petit village du Bonhomme. Il y avait une cabane, il y avait de l'électricité. J'avais jamais vu ça, une cabane non gardée avec de l'électricité. Mais il n'y avait pas de prise, hein. On ne pouvait pas recharger l'électronique, mais il y avait quand même l'électricité. Et dormir, ou en tout cas en fin de journée avec l'électricité dans une cabane comme ça, c'était déjà un luxe. Il y avait même une petite cheminée, je me rappelle, elle a fait un petit feu, c'était sympa. Ouais, c'est ça. Et en plus, la gratuité de ces cabanes-là fait que tu les reçois avec beaucoup de simplicité, de gratitude. Tu vois, t'es super content quand t'as un point d'eau, t'es super content quand il y a un simple bas-flanc pour mettre ton matelas, t'es le roi du pétrole, quoi. Donc il y a vraiment un côté... en plus de ça, ces refuges se partagent entre marcheurs. Et il y a toujours un petit carnet de bord, il y a toujours des petites inscriptions sur les murs, des petits cadeaux qui sont faits aux marcheurs qui vont venir après. Donc c'est des bons moments, je trouve, de découvrir ces cabanes-là après une longue journée de marche. Génial. On passe à la deuxième photo. Allons-y. La deuxième, les ballons. Alors les ballons, je suppose qu'on est toujours en Alsace. Exactement. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à ça ? Si tu veux, les ballons, c'est un petit peu le moment de l'Hexatrek où les paysages, où l'horizon va commencer à s'ouvrir. Le début des Vosges, c'est assez intime, c'est des petites forêts, c'est pas très très dur en termes de dénivelé, c'est parfait pour commencer, pour se mettre un peu dans le bain. Mais on commence à attendre un petit peu au bout de quelques jours les paysages spectaculaires qui nous ont fait rêver, quoi. On attend les grandes vues, on attend les grands horizons. Et les ballons, c'est un petit peu ça, quoi. C'est un petit peu, on rentre un petit peu dans le vif du sujet en termes de spectacle. T'as raison, je crois c'est la première fois qu'on arrive dans les ballons qu'on dépasse les 1500 mètres d'altitude, je crois, de mémoire. Ou en tout cas, on est proche des 1500 mètres. C'est ça. Je me souviens effectivement des premiers jours, t'as raison, hein, où on monte, on redescend. Enfin, c'est un peu le yo-yo, une montagne russe, mais on va pas très haut. On monte à 500-600 mètres, je crois. Ouais. Et t'as raison, quand on arrive sur les ballons, j'ai eu cette sensation-là aussi. Quand on commençait à voir les paysages qui s'ouvrent, c'était... plus venteux, hein, c'est sûr, plus venteux, avec une météo incertaine, je me rappelle. Mais t'as raison, c'était vraiment un beau moment. C'est ça. Et puis en plus de ça, moi j'aime beaucoup quand tu vois le chemin qui se dessine face à toi, tu vois. Sur la photo, on voit le chemin qui se prolonge et puis on peut le voir sur quelques kilomètres en fait. Et je trouve cette sensation de voir sa route et aussi de pouvoir se retourner et de voir le chemin qui a été parcouru, c'est particulièrement scénique, c'est super plaisant, quoi, tu vois. Et on retrouvera également cette sensation-là dans les Causses, qui sont donc constitutifs de l'étape 4. Et moi, je trouve ça particulièrement sympa, quoi. Troisième photo, cheval blanc. Bien vu. Mais en tout cas, je ne connais pas du tout l'endroit. La photo est magnifique. Ouais, c'est spectaculaire. Donc là, je voulais parler un petit peu plus de la partie haute montagne de l'Hexatrek. Donc on est projeté effectivement un peu plus loin cette fois. Après quelques jours d'introduction dans les Alpes qui se font assez progressivement, même si c'est pas du tout la même chose que le Jura, on n'est pas tout de suite dans le dur. Mais quand on approche de Chamonix, on commence à crapahuter sur des sommets qui sont plus techniques. Et le Cheval Blanc, donc effectivement, c'est dans les Aiguilles Rouges, c'est juste au nord de Chamonix. On a marché, si tu veux, dans de la neige sur 2 heures quand même, en plein mois de juillet ou d'août, je sais plus. Il y avait encore de la neige donc cette année, fin juillet, début août, comme souvent d'ailleurs dans les Alpes du Nord. Ouais, c'est incroyable. Alors c'est pas particulièrement technique, je dirais pas qu'il faut être équipé de raquettes, etc. Des bonnes chaussures de marche, ça suffit. Même en réalité, je pense qu'on peut le faire avec des chaussures de trail. Il n'y a pas de difficulté, là, c'est de la neige assez compacte, peu profonde. Par contre, je recommande vraiment de ne pas oublier les lunettes de soleil anti-UV. Parce que quand vous êtes dans le blanc pendant 1 heure ou 2, vous êtes complètement aveuglé. C'est un classique de la montagne. Et moi, j'étais pas forcément équipé à ce niveau-là. Et donc là, on voit la neige sur le bas de la photo. Et on est à un moment, en fait, où je sors de cette zone de neige et je descends vers le lac du Vieux Émosson, donc qui est en fait la jonction vers la vallée de Chamonix. C'est un lac
turquoise. On est vraiment sur un paysage incroyable, quoi, hors du commun, avec une descente un petit peu technique dans la neige. Donc voilà, je suis allé vraiment très doucement, j'ai pris mon temps. Il faut pas hésiter quand on est un petit peu en difficulté technique, juste à prendre son temps, à analyser tranquillement et à bien choisir ses appuis, ça évite de faire des bêtises, quoi. Et là, tu étais seul ou tu étais accompagné dans ce moment, je ne vais pas dire de difficulté, mais un moment un petit peu quand même où il faut faire un peu attention? Ouais, là j'étais solo, Ouais. mais il y avait d'autres marcheurs à proximité. Tu vois, on pouvait se héler de loin si tu veux, en cas de problème. De manière générale, sur l'Exatrek, est-ce que tu as eu des moments justement quand je dis de solitude, c'est pas de la solitude, mais où pendant une journée ou plusieurs jours, tu as croisé personne? Ah oui, Ouais. c'est arrivé. C'est plus dans les parties un peu moins montagneuses, qui sont quand même très touristiques. Donc les Vosges, donc au début, et puis l'étape 4, assez solitaire sur certaines journées. D'accord. Les Pyrénées aussi, mais ça c'est plus par rapport au calendrier, parce que Ouais. forcément quand tu commences et que tu le fais du nord au sud, tu arrives dans les Pyrénées, grosso modo septembre-octobre, dans ces eaux-là, et c'est des périodes qui sont un petit peu plus propices au côté sauvage, si tu veux. Donc, voilà, moi c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà, mais après l'Exatrek, beaucoup l'ont vécu en groupe. C'est aussi une possibilité. C'est vraiment l'opportunité de se faire des amis, quoi, de faire des magnifiques rencontres. La preuve. J'ai rencontré pas mal de marcheurs qui sont plus quittés et qui ont marché en groupe pendant toute la durée de l'Exatrek. Donc c'est aussi quelque chose qui est une possibilité, quoi. C'est cool. Photo suivante. La grosse galère. Alors là, je sais pas du tout où on est. Je sais pas ce qui t'est arrivé. Peut-être la pluie, je sais pas. Alors, c'est un paysage qui est effectivement pas particulièrement... il est beau, mais il est pas particulièrement spectaculaire. C'est pour raconter une petite anecdote qui m'est arrivée et qui sera assortie d'un conseil: ne jamais quitter le GR autant que possible, sauf cas extrême. Voilà, moi j'avais décidé de couper un petit peu et surtout de pouvoir passer à Saint-Sorlin-d'Arves, parce que là on est effectivement près de Grenoble, entre les Écrins et Beldonne, le massif de Beldonne. D'accord. Un coin que tu dois connaître un petit peu. Et si tu veux, donc j'ai décidé de quitter le sentier parce que sur le papier, quand tu regardes une carte, tu peux te dire tiens, voilà, je pense que si je coupe cette boucle-là, je vais me faire un petit raccourci. Mais généralement, si le sentier fait une boucle, c'est pour une bonne raison en fait. D'accord. Et là, si tu veux, on voit à l'arrière-plan une espèce de petite montagne. Ouais. Et je me suis retrouvé à devoir descendre un flanc de montagne complètement instable. J'étais dans un espèce de pierrier, si tu veux. Mais voilà, j'aurais pu y passer. Franchement, si tu veux, il y avait des zones qui étaient vraiment super glissantes. Je suis allé très doucement. Honnêtement, j'étais pas bien pendant une bonne partie de la descente parce que vraiment, je voyais le gouffre face à moi. Et franchement, j'ai regretté très rapidement d'avoir décidé de prendre ce raccourci, quoi. Et pour couronner le tout, je suis arrivé à la fin dans la rivière qui était au premier plan. Ouais. Et qui était un torrent, donc un peu plus en amont. Et j'ai fait du canyoning, si tu veux, pendant 1 heure à patauger dans la flotte. Donc vraiment, voilà, essayer d'éviter de couper, même si c'est tentant parfois sur la carte, de pouvoir rejoindre un village, etc. Faites bien attention à rester sur des sentiers, des vrais sentiers qui sont en pointillés sur l'appli Exatrek. Et normalement, tout se passe bien quand on est sur un sentier qui est emprunté régulièrement. Dès que vous voyez que le sentier commence à disparaître, méfiez-vous. Et vraiment, sauf cas extrême urgence, restez sur les sentiers et n'essayez pas de vous faire des raccourcis. Voilà, j'ai retenu la leçon après cette aventure et voilà, je m'en rappellerai toute ma vie, je pense. En parlant d'appli et de difficultés, j'ai vu sur l'appli Exatrek qu'il y a quelques chemins alternatifs qui sont marqués en rose. Et pour certains, c'est indiqué attention sentier technique ou attention passage délicat. Ouais. Est-ce que tu en as emprunté ou est-ce qu'à chaque fois tu es resté plutôt sur les itinéraires entre guillemets classiques verts Oui, j'en ai emprunté quelques-uns. Tu as une classification qui est normalement mise dans les commentaires. Oui. Ça te permet de te renseigner un petit peu en amont. Donc, ce que je vous recommande, c'est de regarder un petit peu les commentaires des gens qui ont emprunté l'itinéraire alternatif. Vous cliquez simplement sur la balise qui marque le début de l'itinéraire alternatif. Et puis les gens disent très simplement, voilà, c'est tout à fait abordable. Ou alors, attention, vraiment, ça prend beaucoup plus de temps. Ça peut paraître plus court sur le papier, mais en réalité, vous allez passer beaucoup plus de temps. Voilà, ça vous permet de vous renseigner un petit peu. Ne prenez pas votre décision trop longtemps à l'avance. Voyez un peu en fonction de votre état de forme.
Mais les conditions météo, certainement aussi. Exactement, de votre envie aussi. Ouais. Et puis voilà, y a des chantiers, des passages qui sont un peu techniques, mais souvent quand c'est le cas, vous avez des lignes qui vous permettent de vous tenir, voilà, des lignes métalliques. Voilà, il y a des passages qui sont un petit peu dangereux, mais voilà. Alors moi, j'ai pas tout pris. Il faut faire un petit peu ça en connaissance de cause, essayer de prendre le plus d'infos possible en amont, et puis ensuite y aller ou ne pas y aller, quoi. Telle est la question. 5e, le midi. Alors là, si on est le midi, ça veut dire que tu avais quitté les Alpes, je suppose, et que peut-être justement on est dans l'Écosse, c'est ça? Exactement. Ah. Donc là, en fait, en réalité, on n'est pas totalement arrivé dans l'étape 4. L'étape D'accord. 4, elle commence sur le passage du Rhône, Ok. près dans les environs de Montélimar. Et si tu veux, cette photo, elle est prise juste avant le passage du Rhône. On est dans la Drôme. Et j'avais le choix entre pas mal d'images. Je voulais surtout montrer quelque chose qui est en fait quand tu sors des Alpes, l'arrivée dans le Midi. Pour moi, ça a vraiment été un moment formidable. Parce que les Alpes, même si la montagne c'est spectaculaire, quand tu as marché 3 semaines, un mois dans les Alpes, à la fin, tu es content d'arriver dans des zones un peu plus tempérées. Là, on a vraiment un changement de végétation. On passe sur des petits chênes verts, des genêts. Le paysage fait aussi un peu moins vallonné. Donc c'est reposant. Et puis surtout, on arrive dans une zone où la civilisation est un peu plus présente, quoi. T'as des villages qui sont magnifiques, qui sont mémorables. Alors, j'espère que les amateurs des Alpes vont pas venir hurler en commentaire, mais les villages dans les Alpes, c'est pas forcément les plus mémorables. C'est beaucoup de stations de ski, etc. Et moi, j'aime beaucoup dans la marche avoir cet aspect civilisation, quoi. Quand tu passes près des monuments historiques, quand tu passes près de certaines églises, quand tu passes dans des villages magnifique, je pense au village de Viviers par exemple, qui est juste après le passage juste au tout début de l'étape 4, qui est magnifique. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour le Midi que j'aime beaucoup. Alors, dans ce que tu viens de dire, moi je trouve ça génial, c'est que ça veut dire que ce chemin, il y en a un petit peu pour tout le monde, hein, puisque ceux qui veulent du technique, de la difficulté avec les Alpes, peut-être les Pyrénées, tu me diras après. Ceux qui veulent des passages un peu plus tranquilles, vous en aurez aussi. Si vous voulez de l'historique, des monuments, vous en aurez. Ça me fait penser, tu dis qu'on voit un peu plus de villages. Sur l'aspect ravitaillement, est-ce que ça a été compliqué de manière globale, ou au contraire, tu as trouvé ça très facile pour te ravitailler en nourriture, en eau sur ce chemin? Alors, ce qui est compliqué, c'est plus la diversité, si tu veux. C'est réussir à avoir des repas qui sont à peu près équilibrés. Je trouve ça particulièrement difficile de devoir faire une croix sur les légumes à partir du moment où, en tout cas les légumes frais, les fruits frais, quand tu sors un petit peu tu vois, du mois d'août où tu as ce qu'il faut sur les étalages. Tu vois, fin octobre, si tu veux, j'en avais un peu marre du fromage et du saucisson, quoi. Et du coup, les ravitaillements sont assez fréquents. Les quelques endroits où il faut plus de 3-4 jours de nourriture, ils sont facilement identifiés sur l'application. D'accord. Vous voyez un petit peu, une semaine à l'avance, vous allez scanner un petit peu l'itinéraire. Vous allez sur les filtres activer seulement la partie ravitaillement. Ça va vous permettre de repérer un peu les zones plus denses en ravitaillement, en offre, et les zones un petit peu moins fournies. Ça va vous permettre d'anticiper un peu. Je vous recommande de bien faire cet exercice-là quelques jours à l'avance. Ça vous permet vraiment d'ajuster les quantités de nourriture au plus près des besoins réels. Parce que porter de la nourriture, c'est lourd. Ouais. Et c'est quelque chose qu'il faut essayer de maîtriser, quoi. Tu veux dire qu'en moyenne, au plus, tu avais 4 jours de nourriture? Exactement. En plus, ouais, d'accord. Okay. Ce qui est encore abordable, on va dire. Ce qui est encore jouable. Oui. Ok. Allez. Là, ça a fait mal, c'est la tendinite. Et là, on a... Qu'est-ce que tu nous as fait avec ta chaussure, là? Ouais, alors, cette anecdote, elle est un peu particulière, mais c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Un pépin physique sur le chemin, personne n'est à l'abri de ça. Même après avoir fait, là, c'était j'avais bien 2 mois dans les pattes. Donc, à ce moment-là, normalement, ta condition physique est au top. T'es parfaitement affûté et t'es capable de marcher 30 km par jour sans trop sourciller. Mais il suffit d'une ampoule mal placée ou d'une chute, d'une mauvaise chute, pour avoir une tendinite qui se déclare. Bon, là, c'est ce qui m'est arrivé. Ça peut être d'autres choses, hein, mais on n'est jamais à l'abri, surtout quand l'usure commence à s'installer. Et donc là, je me suis fait une méchante tendinite sur l'avant du pied. D'accord. Et là, si tu veux, t'es un petit peu face à un mur, quoi.
Est-ce que tu vas pouvoir continuer à marcher, étant donné que normalement ça se résorbe sur quelques jours, quelques semaines. Et je me suis sérieusement posé la question de, est-ce que ma marche est en péril? Est-ce que je vais devoir rentrer? Est-ce que je dois m'arrêter 3 semaines? C'était vraiment une période de doute et j'étais super inquiet, quoi. Et en fait, je me suis bricolé une attelle, voilà, qui a la débrouillardise. Hein. J'ai regardé un peu sur internet et en fait j'ai utilisé une genouillère que j'avais qui me servait justement au niveau du genou à maintenir le genou. Je l'ai bricolé avec une corde, je l'ai attaché à ma chaussure et en faisant ça, si tu veux, j'ai bloqué l'angle de ma cheville à 90 degrés et ça a soulagé assez rapidement. Puis j'ai pu marcher à nouveau 15, 20 et puis très vite 30 km et en quelques jours c'était terminé, quoi. Donc si tu veux, ça a été magique. Voilà, les pépins physiques. Vraiment, il faut bien s'écouter, il faut lire un petit peu l'usure de son corps. Et puis, si ça arrive, il ne faut pas hésiter à faire quelques jours de pause, ce que j'ai fait quand même. Ça ne sert à rien de forcer, quoi. Et puis espérer se remettre rapidement. Et les attelles, souvent les problèmes sont articulaires, ils sont au niveau des tendons, etc. Ça peut arriver au niveau du genou, ça peut arriver au niveau des chevilles. Et vous allez en pharmacie, il y a souvent des choses qui sont très bien et qui permettent de réduire le problème assez rapidement. En parlant de jours de repos, en moyenne, tu faisais quoi, 1 semaine, 2 semaines, tu prenais un jour de repos? Comment tu as organisé ça en fonction de quelque chose de précis ou est-ce que tu as fait par exemple plusieurs jours de repos d'affilée pour telle ou telle raison? Alors, j'ai pas pris de jour de repos très souvent. Je l'ai fait à ce moment-là de la tendinite parce que j'étais forcé. Mais moi, je suis pas très. J'ai du mal à rester une journée entière à ne pas marcher quand je suis lancé dans mon rythme de marche. Par contre, je prenais des demi-journées. Et D'accord. pour moi, c'était un bon format. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas trouver un camping sympa et tu vas en profiter. Et le matin, tu vas pas te précipiter. Tu vas pas partir à 6 heures. Tu vas partir vers 11 heures. Tu vas te faire une petite grasse mat sympa, tu vois. Faire un petit ravitaillement, prendre ton temps et puis marcher une demi-journée. Et mine de rien, ça permet vraiment de souffler et de relâcher un peu la pression, quoi. Alors certains vont préférer prendre au contraire 2 bons jours de pause, mais à des intervalles plus espacés. En fait, à vous de trouver un petit peu ce qui vous convient, mais il faut faire des breaks, ça c'est sûr. Voilà, faut pas espérer marcher 30 km par jour sans s'arrêter ad vitam. Il faut essayer de trouver le bon rythme, quoi. Le mouflon. Le mouflon. Alors, l'Exatrek, il y a quand même quelque chose qui est particulièrement sympa, c'est les rencontres avec la faune. Ouais. Et ça, il y a quelque chose qui change tout. Pour avoir discuté avec d'autres Exatrekkers qui, pour le coup, marchaient plus en groupe, c'est quand vous êtes solo, quand vous marchez seul pour une journée, c'est vraiment l'occasion de voir des animaux. Parce que quand vous marchez seul, à moins que vous soyez un chanteur acharné, vous êtes silencieux. Et quand vous êtes silencieux, vous êtes discret. Quand vous êtes discret, et ça arrive de surprendre des animaux. Et cette anecdote, elle est particulièrement sympa parce que c'est vraiment un face-à-face. Donc je monte un col assez rude, et sur la fin du col, donc c'était en Andorre, dans les Pyrénées. Là, on était à Andorre, d'accord. Okay. Ouais, exactement. Et donc la fin du col, ça commence à se tasser un peu. Tu sens arriver le moment où tu vas triompher du col. Ça s'aplanit un peu. Et face à moi, donc tu vois vraiment la crête qui se découpe sur l'horizon. Et le mouflon, vraiment, il apparaît face à moi, quoi, tout droit. Et puis on s'arrête tous les deux. Il y a une espèce de face à face où on se regarde. C'est magique, quoi. C'est vraiment le face à face avec le sauvage, avec la vie animale. Puis ensuite, le mouflon qui est particulièrement à l'aise dans son milieu, contrairement à moi, il va me contourner en trottant assez rapidement. Et je le vois disparaître derrière moi. Mais voilà, une rencontre vraiment magnifique. Il faut quand même rassurer ceux qui ont un petit peu peur des histoires avec les patous, etc. Je vous recommande vraiment d'être à l'écoute de la nature. Il faut être un petit peu vigilant. Et si vous êtes vigilant et que vous agissez en conséquence, normalement, ça se passe bien. Voilà, il n'y a pas de danger réel. Oh, les chevaux, les beaux chevaux, on est encore dans les animaux, mais là, avec un environnement vraiment magnifique, ces nuages qui remontent de la vallée, moi j'adore ça sincèrement. Ouais, alors là, t'as tout, quoi. Là, t'es dans les Pyrénées, t'es un petit peu à la limite entre les 2 dernières étapes, 5 et 6. Ouais. Donc vraiment, t'es plongé dans le plein cœur de la Haute-Garonne.
Et après avoir monté un col, encore une fois, c'est toujours la récompense. Hein. Il y a toujours quelque chose sur l'arrivée au col qui est magique. T'es dans le dur et puis t'arrives sur une crête. Tu te retournes, t'as une mer de nuages. Ouais. C'est-à-dire que sans t'en rendre compte, tu as dépassé le niveau des nuages et t'as pas un paysage de vallée, mais t'as un paysage de nuages qui s'étend derrière toi. Les nuages qui remontent le long de la crête et qui viennent s'effilocher comme ça, c'est absolument glorieux. Et je vois apparaître des chevaux devant moi. Donc c'est des chevaux qui sont en semi-liberté, mais qui se comportent vraiment comme des chevaux sauvages. Ouais. Et donc quand tu t'approches un peu, ils partent au galop. C'est incroyable, quoi. J'avais vraiment l'impression d'être dans un rêve. Et voilà, je voulais remettre le couvert avec la vie animale parce que c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, qui donne vraiment une touche particulière au beau paysage que tu as régulièrement sur l'Exatrek. Quand tu vois des troupeaux, quand tu vois des chevaux, quand tu vois des bouquetins, mais c'est une récompense magnifique pour les efforts que tu donnes, quoi. Alors je vois la mer de nuages. Je crois qu'on va en voir une d'ailleurs sur la prochaine ou la dernière photo, je sais plus. Mais Ouais. ça me fait penser à la partie météo. T'as eu quoi comme météo entre juillet et octobre, alors justement? Écoute, moi j'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que j'ai eu très très peu de galères avec la météo. Mais vraiment très peu, quoi. Alors bon, c'est vraiment aléatoire, surtout dans les Pyrénées. Et rappelle-toi, dans les Vosges, quand on s'est connus, il y avait la canicule, on était à 35-36 degrés. Ouais. Et 2 jours après, je me rappelle qu'il faisait 4 ou 5 degrés. Tu te rappelles de ça? Ouais, je me rappelle, il y avait un sommet super embrumé là. Le col de la Schlourte. Ouais, c'est ça. Waouh, ça avait été terrible. Oui, c'est vrai que dans les Vosges, c'était un petit peu... Les températures, c'est autre chose. Hein. Les températures, vous allez faire face de toute façon à des températures très variables. D'accord. Donc, il faut être équipé pour. C'est-à-dire qu'il faut les vêtements, les bonnes couches, les gants. C'est vraiment... Il faut faire ça de façon intelligente. Disons, avoir dans son sac de quoi affronter du 0 et affronter du 30. C'est ça. Même parfois à une semaine d'intervalle. Mm-hmm. La pluie, c'est autre chose. Je dirais que c'est pas dramatique. La pluie, il y a toujours, si tu veux, il faut se dire en fait pour positiver. Bon, c'est vraiment une technique mentale, mais même s'il y a un moment, une journée pluvieuse, vous aurez dans 2, dans 3, dans une semaine, vous aurez un grand soleil qui viendra très rapidement sécher toutes vos affaires et qui viendra vous faire oublier les mauvais moments sous la pluie. Donc c'est moins grave entre guillemets, c'est moins éprouvant que les températures extrêmes pour moi. Ouh, le col, il est beau celui-ci. Il me Ouais. fait penser il y a un col au sud des Alpes qui était, alors je me rappelle plus, mais bon, peu importe. Il est magnifique ce col. Je sais pas si on est en fin de journée, j'ai l'impression, ou en début de journée. Fin de journée. D'accord. Ouais. C'est ça. Donc là, je suis en compagnie d'un très bon ami à moi qui m'a accompagné sur 10 jours jusqu'au Pays Basque. Et on s'est retrouvé assez rapidement dans le dur parce qu'on s'est retrouvé au niveau de Lourdes. Je sais pas si tu vois, donc près du cirque de Gavarnie, dans ce coin-là. Très bien. Et et donc on a été tout de suite un petit peu propulsé sur des cols les plus techniques, très rocailleux, etc. C'est clair. Et donc c'était pour parler un petit peu du col, encore une fois, qui est vraiment, je trouve, le lieu commun de l'Exatrek. Même si tu l'as dit, effectivement, il y en a pour tous les goûts. Ça reste quand même quelque chose qui est vraiment orienté montagne, entre les Alpes et les Pyrénées. Et donc la typologie, si tu veux, d'une journée de marche, c'est un col après l'autre, quoi. Ouais. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas avoir des zones un petit peu plus vallonnées, mais immanquablement, ça va te faire revenir sur un col, petit ou grand. Et donc, faut apprendre à dompter ces cols, si tu veux. Il faut y aller, faut y aller avec un certain rythme qui va correspondre à ta forme. Il faut sentir un petit peu l'effort. Faut aussi positiver quand tu vois le temps un petit peu long. Et puis le col, c'est toujours un peu une récompense parce que tu vas avoir la vue qui va s'offrir à toi de l'autre côté. Et donc là, c'est vraiment le cas, quoi, parce que tu avais le soleil qui se couchait de l'autre côté de ce col. Et donc même si ça a été assez dur, je me rappelle vraiment d'une vue avec un coucher de soleil de l'autre côté qui est vraiment venu nous mettre du baume au cœur. Et voilà, faut vraiment aller chercher ces récompenses-là parce qu'elles te permettent ensuite d'enchaîner. L'Exatrek, c'est beaucoup de cols qui s'enchaînent. Et donc, faut réussir à se mettre dans des dispositions mentales où tu vas aller apprécier la récompense, apprécier aussi les petits moments, les bivouacs, les moments de repos, pour ensuite pouvoir, quand tu es dans le dur, positiver et te donner un peu une carotte, quoi. Voilà. En termes de difficultés sur la globalité de cette aventure, tu penses que c'est accessible à,
je vais pas dire à tout le monde, ou en tout cas à la plus grande majorité des personnes qui randonnent habituellement, on va dire? Moi, je pense que de toute façon, le temps long de l'Exatrek fait que quasiment n'importe qui peut triompher à la fin, quoi. Tu vois, il suffit d'être patient, il suffit de s'écouter, il suffit d'y aller progressivement. Ce qui est bien, c'est que du nord au sud, tu commences par les Vosges du Nord, qui sont plus faciles que les Vosges du Sud, qui sont plus faciles que le Jura, qui est plus facile que les Alpes. Donc forcément, c'est une gradation qui est plutôt adaptée, quoi, à une mise en jambe. Il faut surpasser un petit peu les 2-3 premières semaines qui sont vraiment la mise en jambe. Et puis ensuite, il faut passer les Alpes, où vraiment tu vas atteindre un peu le pic de difficulté. Ce qui fait qu'à la fin des Alpes, normalement, t'es paré à tout, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est à la portée de tout le monde, en bonne condition physique, oui, mais moi, j'étais pas particulièrement très sportif. Je suis en bonne forme, mais si tu veux, j'avais pas un cardio de dingue, j'avais pas des jambes en acier, voilà. Mais ça vient avec le temps. Et c'est ça aussi la grande force de l'Exatrek, c'est que c'est suffisamment long pour que tu puisses te voir évoluer physiquement à chaque étape, et surtout que tu finisses dans une forme physique qui est quasiment au top, quoi. Parce que forcément, tu marches 3 mois, 4 mois, à la fin, tu peux faire n'importe quelle randonnée, quoi. Si tu peux aller faire le GR20, tu peux aller faire le tour des écrins, et tu vas pas avoir beaucoup de mal, quoi. Enfin, tu vas avoir du mal, mais ça va être quelque chose que tu vas bien connaître et que tu vas maîtriser. À quel moment tu t'es dit, là c'est bon, je sais que j'arriverai au bout? Ah, bonne question. Je pense que quand j'ai triomphé de ma tendinite, donc là c'était à la fin de l'étape 4, je suis arrivé à Donc Carcassonne. l'étape 4 qui arrive donc un peu avant, juste avant les Pyrénées, c'est ça? Qui arrive à Carcassonne, effectivement. Est-ce que tu as une sorte de pression qui est retombée, ou Oui. tu t'es dit au contraire, non, c'est bien, ça correspond à ce que j'avais eu envie de faire quand j'ai commencé ce chemin? Ouais, j'ai vraiment une pression qui est retombée. Cette pression, en fait, elle est venue quand j'ai eu ma blessure. Parce que là, forcément, c'est quelque chose qui dépend pas de ta volonté. Ça dépend pas de ta motivation, tu vois, intérieure. Ça dépend vraiment de quelque chose que tu maîtrises pas, qui peut te tomber dessus. Et réussir à triompher de ça, réussir à ce que ça disparaisse et pouvoir continuer, ça a été un soulagement mais énorme. Énorme, vraiment une grande joie, parce que je pouvais pas envisager que ça s'arrête comme ça. Si tu veux, on m'a beaucoup dit, oui, mais au pire, tu t'arrêtes, tu reprendras, tu finiras à un autre moment, etc. Oui, mais c'est pas pareil de le faire d'une traite et de le faire de façon segmentée, quoi. Et c'est avoir 3 ou 4 mois dans une vie pour faire l'Exatrek, c'est pas quelque chose que tu peux faire tous les ans, quoi. C'est exceptionnel. C'est une chance. Et donc j'aurais été très déçu de passer à côté de cette chance-là. Donc là, vraiment, effectivement, la pression, je l'ai ressentie à ce moment-là. Mais c'est parce qu'il y avait ce facteur-là, qui était cette circonstance de blessure qui m'a vraiment fait réaliser. Autrement, je suis pas quelqu'un qui se met beaucoup la pression non plus. Donc le reste du temps, un Exatrek classique, je recommande vraiment, en fonction des caractères de chacun, de pas trop se mettre la pression, de voir au jour le jour, d'essayer de maximum de planifier sur 3 jours, et puis ensuite d'essayer d'avoir peut-être quelques points de passage un petit peu réfléchis pour savoir à peu près à quelle saison tu vas être à quel endroit. Mais de toute façon, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans un Exatrek. Comme l'Exatrek est quelque chose qui commence à se démocratiser un petit peu, vous n'allez pas être en terrain inconnu, c'est-à-dire que vous allez croiser des gens qui vont tout de suite identifier ce que vous êtes en train de faire. Des gens qui tiennent des campings, des commerçants, des gens qui habitent, des habitants tout simplement, hein, voilà, qui vont vous voir passer, ils commencent à avoir l'habitude. Non pas que ça soit encore très fréquenté, mais c'est suffisamment exceptionnel pour que les gens s'en souviennent bien et vous identifient comme un Exatrekker, quoi. Tu dis là sur cette photo du 9e, tu étais avec un ami. Tu as parlé des rencontres. Est-ce que c'est un élément important de ta randonnée, les rencontres que tu as pu effectuer tout au long de ce parcours? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors les rencontres sur une marche comme l'Exatrek, elles sont toujours un petit peu mémorables, quoi. C'est des moments de partage avec d'autres marcheurs. Il y a une vraie fraternité entre Exatrekkers, je trouve. Tu vois, on est devenus potes en 2 secondes, quoi. On était dans le même bain, on allait vivre la même chose, on était passé par les mêmes endroits. Et a priori, que tu sois d'un endroit de France ou d'un autre, d'ailleurs pas français ou français,
que tu sois passionné de marche ou que tu découvres, voilà, quels que soient tes centres d'intérêt, quelle que soit ta vie en fait, ton âge, etc. Il y a quelque chose qui unit tous les marcheurs et ça fait des rencontres qui sont toujours géniales, quoi, et qui se font très facilement, très naturellement. Donc ouais, effectivement, c'est quelque chose qui est bien. Après, moi, j'aimais aussi les temps de marche solo parce que c'est quelque chose qui me permet de mettre en route un peu le cerveau, de réfléchir, de méditer, etc. Je sais aussi que d'autres qui aiment plus le côté partage de la marche ont pu facilement faire des rencontres de personnes qui étaient sur la même longueur d'onde. Et j'ai rencontré sur la fin dans les Pyrénées un groupe de gars qui marchaient ensemble depuis plusieurs semaines et qui se sont vraiment trouvés, quoi, qui ont créé une amitié formidable. Allez, on passe à la 10e et dernière photo. Forcément, le Pays Basque. Encore voilà. Une belle mer de nuages. Exactement. Moi, c'est toujours les paysages qui me font un peu, qui me marquent, quoi. C'est ceux où tu as l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Tu vois, c'est ça qui est beau, je trouve, avec l'Exatrek. C'est que tu pourrais imaginer que un chemin comme l'Exatrek, qui est très orienté montagne, quand même, tu pourrais imaginer, si tu connais pas bien la montagne, voilà, des beaux spectacles, des belles vallées, mais assez génériques, tu vois, les paysages alpins, on se les représente assez facilement. Mais pour le coup, il y a quand même des zones où tu te dis, ah, il y a ça en France, quoi. Il y a vraiment des zones vraiment particulières, quoi. Des trucs uniques, ou qui pourraient te faire croire que t'es, je sais pas, dans les steppes de Mongolie, ou par exemple sur les Causses, quand t'es dans les gorges du Tarn, t'as des espèces de vallées ultra encaissées. Et alors le Pays Basque a quelque chose d'assez unique aussi. Et là particulièrement, ça avait un côté savoureux parce que c'était sur la toute fin de la marche. En fait, si tu veux, devant cette mer de nuages, on a grosso modo Hendaye en fait qui se cache derrière ces collines qu'on voit émerger. Okay. On est sur donc ma dernière journée, le début de ma dernière journée de marche. Et pour l'anecdote, là, les 2 derniers jours, je suis parti de Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y a 100 km à peu près entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Hendaye. Je les ai fait en 2 jours. Oh. Voilà. Pour te dire, d'une part, la forme physique dans laquelle tu peux être à la fin, t'es quand même capable de faire ça, quoi. Et je pense que, évidemment, c'est pas du tout une performance particulièrement unique, parce que je pense que beaucoup d'exatrekkers en sont parfaitement capables. Il suffit juste de mettre les heures qu'il faut et de garder le rythme, et tu marches de 8h à 20h, tu fais une demi-heure de pause pour le déjeuner. Ça peut paraître dur comme ça, mais toute personne qui a fait l'Exatrek en entier en est capable. C'est ça qui est fou. Et puis il y a ce côté aussi, un peu pressé d'arriver à la fin quand même, si tu veux. Ça c'est marrant, ça dépend un peu des caractères. J'ai rencontré des gens qui appréhendaient beaucoup la fin. Moi j'étais quand même, je voyais ça comme voilà, la ligne d'arrivée, et j'avais hâte d'arriver au bout, quoi. C'est qu'il y a ce côté où tu vas vraiment changer de vie, parce que ça va être une expérience de vie. C'est pas juste des vacances, quoi, tu vois. Tu vas vivre une vie de marche, quoi. Pendant plusieurs semaines, ça va être ta vie, la marche, les paysages qui défilent. Et donc, rentrer là-dedans et en sortir, c'est quelque chose d'absolument indescriptible, quoi. Tu vois, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel d'originalité, quoi. Et là, à ce moment-là, cette dernière journée, vraiment, j'étais sur une autre planète, quoi. J'étais là, bon, je repensais à toutes les étapes que j'avais parcourues, à tous les moments forts que j'ai vécus. J'avais des sentiments partagés, à la fois un peu triste de quitter ça, mais à la fois content, comme je t'ai dit, de retrouver cette nouvelle vie, enfin celle que j'allais reprendre en fait, ces nouveaux projets, retrouver ma famille, etc. Et puis le tout était forcément incroyable parce que c'était couronné d'une pure beauté, quoi. Tu vois cette mer de nuages, le lever de soleil. J'aurais pu finir par une journée de pluie, quoi. Tu vois, ça aurait pas été la même chose. À la fin, on se retrouve tous marcheurs pour un week-end, ou marcheurs au plus long cours, ou exatrekkers. On se retrouve tous un petit peu dans ce qui fait qu'on aime la marche, ce qui fait vraiment le plaisir de cette activité. C'est que ça mélange un peu la performance sportive, l'exercice, tu vois, le fait de grimper une montagne, etc., avec des choses plus mystérieuses qui ont trait à l'esprit, à la réflexion, à la beauté, tu vois, la beauté des paysages. C'est ça qui nous motive, quoi. On a envie de se surpasser, on a envie de se dépasser, mais on va aussi chercher quelque chose de plus, voilà, qui se décrit différemment selon les personnes. Mais voilà, la lumière, la beauté, et comment ton esprit va particulièrement apprécier ces paysages-là, parce que tu l'auras mis dans des dispositions particulières. Tu vois, il y a rien de...
je dis souvent une phrase, je crois que c'est Nietzsche qui dit que les seules pensées valables qu'il a sont celles qu'il a quand il marche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu marches, tout simplement, ton cerveau sécrète des hormones et puis tu es dans un état d'esprit stimulé par l'effort et donc ton cerveau accouche de pensées qui sont uniques. Voilà, et de discussions aussi quand tu es en groupe ou avec des amis qui sont uniques. Donc voilà, c'est pour couronner cet Exatrek, c'était vraiment un beau moment à vivre, quoi. Bah écoute, Henri, je voulais vraiment te remercier infiniment pour ce beau partage, parce que ça fait vraiment du bien d'avoir le sentiment, le ressenti justement d'une personne qui a fait ce que j'estime moi à la fois une performance physique importante, et puis d'avoir profité pendant ces 113 jours de ces beaux chemins. On a parlé quelquefois de l'application Exatrek. Je vous réfère à la petite vidéo qui a été faite là tout récemment, justement où j'explique les fonctionnalités de l'Exatrek et en quoi ça peut vous aider dans votre chemin. Et puis si vous voulez aussi bénéficier des vidéos avant tout le monde, des vidéos exclusives et de quelques bons plans, n'hésitez pas aussi à vous inscrire au club absent du bureau. Ça va tout juste d'être créé. Ça me fera plaisir de pouvoir partager avec vous tous ces contenus. Henri, merci encore une fois infiniment et j'espère à très bientôt. Salut Seb. Salut.